Bonjour Anthony, on se retrouve pour un nouvel épisode de À vaincre sans péril. Aujourd'hui, on va parler du marché niche contre le marché un peu plus large. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, de ton côté? Alors, en fait, c'est toujours la même question, c'est qu'au départ, tu te dis, ben, soit je vais essayer de viser une clientèle extrêmement large, donc je vais leur vendre un produit très grand public, par exemple un flyer, par exemple de la communication, ce qui te permet en fait de toucher un petit peu tout le monde et de toucher chaque personne de ton réseau. La problématique, c'est que bien souvent, sur des produits qui sont des produits assez larges, en fait, tu as une concurrence qui est énorme. Le Mm. marché de niche, c'est un petit peu tout l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir très très peu d'acteurs, donc ça, c'est le côté extrêmement positif. Par contre, il te faut un niveau de précision. Il faut que tu sois extrêmement calé sur le sujet pour être crédible sur un marché de niche. Donc, si on prend un exemple de marché de niche, par exemple, ça pourrait être les agences immobilières ou les promoteurs dans l'immobilier et faire de la communication uniquement pour ces gens-là, dans notre cas, nous. Et tu sais un peu à quel moment il faut monter une société? Est-ce qu'il y a des meilleurs moments à choisir? Alors, pour monter une boîte, je ne pense pas qu'il y ait un bon ou un mauvais moment. Il y a peut-être une règle qui, à moi, me semble importante. Enfin, je dirais qu'il y en a deux. La première, c'est de la monter à un moment où financièrement, tu n'es pas à la ramasse. Parce que Mm. monter une boîte, si derrière tu es en train de courir après 5 euros et que toi-même, à titre perso, tu n'as pas forcément de quoi manger, ça devient assez vite compliqué. Donc ça, c'est la règle Mm. numéro un. Il y a un moment qui est quand même assez simple. Je rappelle qu'en France, tu peux assez facilement monter une boîte après un licenciement ou pendant que tu es au chômage. C'est pas notre cas. Nous, on a toujours été chef d'entreprise, donc on n'a jamais vécu ça. Mais disons que si tu montes une boîte et que tu sais que tu as une sécurité de 2 ans pendant laquelle tu n'es pas obligé d'arriver à un chiffre d'affaires énorme pour arriver à vivre, c'est évident que c'est quand même assez plaisant. Mm. Et justement, comment on fait pour tirer ses premiers revenus quand on lance une affaire? C'est pas forcément toujours très simple. En plus, si on n'a pas forcément beaucoup d'argent de côté, comment on fait pour que ça devienne rentable assez rapidement? Alors, c'est le cas de beaucoup de startups. Tu te rends compte que beaucoup de startups, au départ, elles avaient un produit, elles avaient un marché de niche, elles voulaient faire un logiciel pour des promoteurs, elles voulaient faire un logiciel pour du syndic. Et assez rapidement, au bout d'un an ou 2 ans, elles finissent agence de com ou société de conseil. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, tous ces éléments-là vont te permettre de générer un petit peu d'argent pour financer tes développements d'air. Parce qu'encore une fois, si tu as besoin d'argent à court terme pour payer tes employés, la manière la plus simple, bah, c'est justement d'arriver vers des notions de conseil et de ne pas attendre d'avoir un produit qui t'a pris 3 ans de développement Mm. euh, pour arriver à le louer. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais l'idée, c'est en général sur ta niche ou sur Mm. ton marché grand public de trouver un produit assez simple qui te permet bah, de pas forcément de gagner un petit peu d'argent ou en tout cas de quoi tenir le temps de développer le reste de ton produit. D'accord, d'accord. Et après, justement, quand on a lancé son premier produit, la difficulté aussi, c'est de réussir à rendre ses revenus stables, récurrents dans le temps. Comment on fait après pour tenir dans la durée? Alors, nous, des revenus récurrents, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, tu as toujours des pics et des creux. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, des fois, tu es en phase de pic. Pourquoi? Parce que tu es dans un marché de niche. Les gens commencent à te connaître et donc tu commences à avoir des revenus qui explosent. Et en général, 2, 3 ans après, tu as quelques concurrents qui arrivent sur le marché, qui ont des produits plus jeunes, plus novateurs que toi, et tu vois tes revenus baisser. Donc, j'aurais pas de conseils, si tu veux, sur comment stabiliser des revenus. On n'a jamais réussi à le faire sur aucun produit. Mm. Nous, ce qu'on a souvent fait, par contre, c'est que on avait une, deux ou trois niches et on pouvait, si on avait une niche qui à un moment donné devenait moins intéressante, l'abandonner. Si on prend l'exemple chez nous, Mm. on a commencé par des logiciels pour les agences immobilières. Entre-temps, ben, ce sont des logiciels qui sont loués très peu cher, aux alentours d'une cinquantaine d'euros par mois. Euh, et malgré le fait qu'on est monté à 200 ou 300 clients, ben, un jour, on s'est rendu compte que les produits en face étaient largement meilleurs que les nôtres. Donc, tout doucement, on a commencé à perdre tous les mois des clients. Mm. Et de là, on a du coup, nous, choisi de basculer vers des logiciels de constructeurs et de promoteurs qui sont des produits beaucoup plus techniques, beaucoup plus complexes et qui sont loués entre 300 et 400 euros par mois. Donc, j'aurais pas de conseils sur comment stabiliser des revenus. Par contre, ce que je peux dire, c'est que effectivement, être tributaire d'une seule niche de marché sur un seul produit, en cas de retournement de marché, bah, tu as juste tes yeux pour pleurer. Donc, Mm. c'est quelque chose que je ne conseillerais pas. Donc tu conseilles plutôt de diversifier l'offre pour avoir vraiment plusieurs types de clients et pas se concentrer seulement vraiment sur une clientèle très restreinte. Alors, je pense qu'avoir un produit de niche, c'est hyper intéressant, mais simplement ne sois pas tributaire à 100% de ta niche Mm. et aie un plan B en cas de problème, en cas de difficulté ou en cas de nouvel entrant sur le marché Mm. qui arrive avec un logiciel ou un logiciel ou un produit qui est 10 fois plus performant que le tien. Mm. Et par rapport à l'embauche, est-ce que c'est facile d'embaucher en France, que ce soit même en France ou même à l'étranger d'ailleurs?
Alors, embaucher, c'est toujours facile. C'est pas très compliqué d'embaucher. Il suffit que tu signes un contrat de travail. La seule difficulté que tu as en France, alors tout le monde va te parler des charges sociales. Bon, ok, effectivement, elles sont très importantes, mais c'est pas le sujet. Mm. Le vrai sujet, c'est qu'en fait, on parlait avant de pics et de creux. C'est que quand tu as des creux en France et que tu dois te séparer de quelqu'un, en fait, le coût pour te séparer de quelqu'un est très important, mais surtout, il est très important dans une période où tu n'as pas d'argent. Et c'est cette difficulté-là en France qui est différente des autres pays où on est, parce que dans les autres pays, se séparer de quelqu'un ne coûte pas aussi cher, ou en tout cas, c'est pas aussi compliqué que ça pourrait l'être en Mm. France. Et donc justement, toi tu gères aussi une agence de com. Dans la communication, comment on fait pour toucher sa niche? Alors en fait, la question elle est un petit peu générale. En fait, si tu veux, ça va dépendre de ta niche. Par Mm. exemple, sur une société, on a une niche que sont les agences de voyage. Une agence de voyage qui est une activité en B2B, tu vas la trouver un petit peu plus sur LinkedIn, tu vas la trouver en même temps sur AdWords, sur des mots-clés ultra spécifiques. Tu vas pouvoir la retrouver au travers d'emailing si tu as des bases d'emailing ou Mm. de SMS. Donc en fait, la question elle est un petit peu trop large. Ne pas oublier souvent que quand tu es sur un marché niche, ça veut dire qu'il y a des salons, il y a des endroits où tous les professionnels se rencontrent. Donc ça peut être effectivement une belle piste si tu veux toucher des gens qui font partie, qui ont tous la même activité. Donc, je dirais que malheureusement, il n'y a pas une bonne réponse à cette question, mais ça va vraiment, vraiment, vraiment dépendre de la niche en question. Et on sait aussi que maintenant les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance. Est-ce que tu conseilles d'être très présent sur les réseaux sociaux? Encore une fois, ça va dépendre de ta niche de marché. Par exemple, si tu veux aujourd'hui être sur Facebook pour une agence de voyage, Mm. oui, potentiellement, on peut se dire, bah oui, c'est là où les gens vont rêver, etc. Sauf qu'en fait, dans leur mécanisme d'achat, il va falloir se poser la question, si les gens que tu as sur Facebook qui potentiellement ont envie de partir à Dubaï, est-ce que ce sont des clients potentiels ou juste des rêveurs? Donc, Mm. les réseaux sociaux sont importants, ils l'ont toujours été, mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'activité en question et ça dépend de ton objectif. Est-ce que ton but c'est de générer des ventes? Est-ce que ton but c'est juste d'être connu? Dans la com, il n'y a vraiment pas une règle que tu appliques de manière mécanique et qui fonctionne systématiquement. Et donc justement, si tu veux transformer ces simples visiteurs en clients pour permettre de générer des revenus à travers les réseaux sociaux ou autres, quels sont les principaux moyens que tu peux mettre en place pour atteindre cet objectif? Alors nous, on en a deux. Le premier, ça s'appelle le sourire de David. Mm. David, c'est notre commercial et il a un sourire magique. Non, après, je le dis en rigolant, mais comment tu convertis des clients? Bah, en fait, tu essaies déjà de répondre à leurs besoins Mm. relativement rapidement, avec sérieux. Tu leur montres que tu es calé et que tu es hyper professionnel sur le sujet Mm. et tu crées une forme de relation avec eux. En fait, les gens qui vont acheter en passant par un commercial physique vont forcément avoir envie de créer une relation. Sinon, Mm. tu achètes en ligne, tu appuies sur 4 boutons et c'est parti. Donc, je dirais que la relation commerciale est encore aujourd'hui très importante. Très bien, merci beaucoup Anthony. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode avec Anthony.